Aimer, c'est vivre. Aimer, c'est voir. Aimer, c'est être. Lettre à Léonie Donné, Victor Hugo. Aimer, c'est le sentiment d'amour. Mais je me voilerai la face si je vous parlais d'amour au singulier. Car il y a plusieurs types d'amour. Et je sors pas ça de ma poche. L'amour, seul, ne nous permet pas de vivre. Paul Éluard écrivait « Je t'aime pour tous les temps où j'ai vécu ». Et on peut tout aimer. Charles Trenet, lui, disait qu'il aime la France, dans Douce France. Rimbaud aime la nature, dans le poème Sensation. Et même moi, beaucoup moins célèbre, j'aime beaucoup de choses. J'aime ma famille, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante. J'aime mes animaux de compagnie, mon chat, Cravate. J'aime ma vie, mes études, et j'aime enfin ma compagne. Mais voyez-vous, je leur donne à chacun un amour bien différent. Et je tiens à le préciser pour tous les juristes dans la salle, car en étant moi-même un juriste, si on m'avait dit dans une même phrase qu'on aimait son chien et sa mère, le tribunal aurait sûrement déjà reçu ma plainte pour inceste et zoophilie. Car oui, quand on parle d'amour, on pense d'abord à un amour sentimental. Roméo et Juliette, Bonnie and Clyde. Mais voilà, en omettant les autres, on ne peut pas concrètement admettre que pour donner de l'amour, il faut d'abord l'avoir connu. Alors, cher jury, cher public, chère contradictrice, on ne peut pas admettre que l'amour est une science infuse. C'est plutôt une fiction qui s'enrichit de l'expérience. Édouard Baird, dans le rôle d'Otis le scribe, nous disait « Je ne suis qu'amour ». Eh bien, vous serez content d'apprendre que moi aussi. J'aime écrire, j'aime lire ma plaidoirie, j'aime le fait d'être le premier à ouvrir cette 12e édition de Rhétorica. J'ai hâte d'écouter vos prochaines plaidoiries. Mais voilà, si j'avais fait foi à ma timidité, si je n'étais pas monté sur cette scène cet après-midi, ça ne m'aurait pas empêché d'aimer écrire ou de lire, loin de là, mais je n'aurais pas pu prétendre à m'améliorer. Justement, c'est le propre de l'homme que d'évoluer, que de s'améliorer. Eh bien, c'est pareil en amour. L'amour, c'est de l'expérience. Prenons un exemple, illustrons cette scène. Prenons un personnage, donnons-lui un nom. Rémi. Rémi, c'est un jeune homme, un enfant déjà, qui est né dans une famille avec 2 parents heureux, qui voit ses parents s'aimer mutuellement, s'offrir des petits cadeaux qui rendent l'un et l'autre heureux. Alors, ils expriment leur amour. Rémi, quand il sera grand, quand il sera lui-même amoureux, eh bien, il fera les mêmes choses, parce qu'il a vu comment ses 2 parents se rendaient mutuellement heureux. Puis il adaptera plus tard en voyant les exigences de son partenaire. A contrario, Rémi l'orphelin. Rémi, sans famille du coup, se retrouvera bien dépourvu lors de son premier amour. Il n'aura rien, il n'aura pas de base. Mais tout n'est pas perdu pour Rémi. Rémi va sûrement décevoir, va sûrement perdre son premier amour. Mais l'important, c'est qu'il apprendra. Il va apprendre comment donner ses sentiments, il va apprendre par son partenaire qui le rendra heureux et voudra faire de même, que ce soit pour cet amour ou les prochains. Car oui, la réciprocité est importante dans l'amour. On ne peut pas donner de l'amour à une personne qui n'en veut pas. On aura beau l'aimer au début, si elle n'en souhaite pas et si elle ne s'intéresse pas, ça aura beau ne pas nous laisser indifférents, on arrêtera. Parce que l'amour, c'est comme ça. L'amour a besoin d'être réciproque. Alors, ma contradictrice pourrait très bien avancer l'idée d'un amour naturel,
que l'amour c'est un long fleuve tranquille, que l'amour on se laisse guider, que c'est beau et que l'amour ça va, ça vient, ça s'en va, ça revient, on se sent bien puis plus rien, on y tient, on se souvient des temps anciens, on y revient et on pourrait même aller jusqu'à Angien, les bains. Mais voilà, c'est tout le problème de l'amour. Un amour non réciproque, c'est comme cette phrase, c'est de l'hypnose, c'est des belles paroles, des rimes qui au final n'ont aucun sens. Tout comme avec Rémi, ce n'est pas perdu. Loin de moi l'idée de me présenter comme un héros, un sauveur de l'amour ou du romantisme. L'important, ce n'est pas le fait de donner de l'amour, c'est la personne à qui on attribue ce sentiment si précieux. Car aimer, c'est une chose, que l'autre sache que l'on aime, c'en est une autre. Car oui, on ne donne pas de l'amour dans le vent, ça ne sert à rien. C'est au moins pour que l'autre ressente, au mieux, pour qu'il ait des sentiments réciproques. Et ça marche avec tous les amours. Prenons l'exemple de mes parents. J'ai pour habitude d'aider mes parents à descendre les courses du supermarché du coffre de la voiture. Alors croyez-moi, c'est pas par faire plaisir que je le fais. Loin de là. Au contraire, c'est parce que je veux les aider, parce que je suis là pour eux, parce que je les aime, au même titre qu'eux, ils m'ont aimé et m'aiment toujours. Alors voilà, on ne peut pas donner de l'amour à quelqu'un qui n'en veut pas, qui ne nous en donne pas. L'amour, c'est certes un sentiment que l'on souhaite donner, mais ça peut être un sentiment que l'on veut exprimer en retour. Alors, je ne cite qu'enfin la réciprocité des sentiments, mais elle est tout aussi importante que les sentiments eux-mêmes. Car ma contradictrice, encore une fois, pourrait nous sortir la théorie du coup de foudre. Deux élèves, par un temps de pluie, dans l'étage à 200, l'une a ses livres dans ses mains, l'autre est très pressée, ils se rencontrent et... J'ai pas besoin de vous raconter la suite de l'histoire, vous la connaissez déjà. Alors oui, c'est vrai, le coup de foudre, c'est naturel. Mais il y a deux problèmes à cette théorie. D'une part, le coup de foudre ne s'adapte pas à tous les amours. On n'a pas un coup de foudre pour ses parents, auquel cas ma plainte est toujours disponible. Et puis, un coup de foudre, ce n'est pas synonyme d'amour. Socrate disait à Apollos, pour expliquer la rhétorique, le problème de l'imposture. Eh bien, c'est pareil. Le coup de foudre est à l'amour, ce que l'esthétique est à la gymnastique. Ce n'est qu'une imposture, ça ne mène à rien. Ce qui transforme le coup de foudre en l'amour, c'est du temps. Ce temps, c'est le temps qu'il faut pour apprendre à se connaître, à s'aimer. L'amour, c'est personnel. Reprenons un exemple. Imaginons un coup de foudre qui mène directement au mariage. Pour ça, donc, il nous faut un officier d'état civil, je ne sais pas. Prenons un sosie d'Elvis Presley, parce qu'il y en a plusieurs. Et pour que ça aille avec, prenons une ville telle que Las Vegas, parce que les amours rapides, ça existe beaucoup. Alors, un mariage qui se fait en moins de 24 heures, eh bien, il ne durera pas longtemps. Et la seule chance qu'il dure lui-même plus de 24 heures, eh bien, c'est si les mariés ne s'en souviennent pas, généralement. Car oui, l'amour, ce n'est pas une recette magique. L'amour, on l'adapte à son prochain. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas en donner si on n'en a pas reçu. Alors, après tout cela, on a bien vu que l'amour, on ne peut pas être donné si on n'apprend pas à le donner. Rémi nous l'a prouvé par son histoire. Mais on ne donne pas l'amour sans rien attendre. Au minimum, on veut que l'autre le ressente, ça n'a pas de sens. Au mieux, c'est réciproque. Vous pourriez alors sortir la thèse qu'il y a un homme qui est aveuglé par l'amour et qui efface multiples refus au point de rentrer dans l'illégalité. Mais il y a un problème à cette théorie. C'est que si cet homme continue sans s'arrêter, il ne connaîtra pas la personne à qui il l'attribue. Or voilà, l'amour c'est personnel. L'amour dépend de chacun. L'amour, ce n'est pas qu'offrir des fleurs. L'amour, c'est aussi des petits rituels personnels. Au même titre qu'un comédien connaît son public
et adapte ses blagues de la sorte. Un mari connaît sa femme, et une femme connaît son mari. Dès lors, c'est à partir de là qu'un mariage vit et vieillit paisiblement. On transforme son cœur en mettant sa main dans celle d'un autre, disait Paul Éluard. Et je ne peux le contredire. Car recevoir de l'amour, c'est ce qui permet d'en donner. Cher public, chers membres du jury, chers contradicteurs, aujourd'hui, on m'a attribué un sujet aussi complexe que fascinant, qui m'a procuré à moi, comme à bon nombre d'entre vous, bien des peines et bien des rires. L'amour. Faut-il avoir connu l'amour pour pouvoir en donner? On m'a demandé de répondre par la négative, et ça tombe bien, parce que c'est ce que je pense. L'amour est très complexe à définir. Et je pense que nous serons tous d'accord là-dessus. L'amour, ce n'est pas juste une expérience personnelle qui serait liée à un apprentissage comme la lecture ou l'écriture. L'amour, c'est une force universelle qui transcende les limites de l'humain. On le détient tous à notre manière, et ce, depuis la naissance. Alors non, je ne suis pas en train de dire que nous avions tous un amoureux ou une amoureuse secrète qu'on aurait oublié à la maternité, mais plutôt qu'il y a beaucoup de formes d'amour. Et que donc nous sommes amenés à en connaître depuis notre premier jour sur Terre. Alors bien entendu, lorsqu'on lit le sujet, il est plus facile de penser tout d'abord à l'amour romantique. L'amour romantique qui unit deux êtres ou plus par des liens d'affection, de tendresse, que vous avez très bien mentionnés, comme vous parliez du mari et de sa femme. Mais faut-il vraiment passer par la case relation amoureuse pour comprendre ce qu'est l'amour? Faut-il vraiment déjà avoir été aimé pour aimer à son tour? Eh bien, je ne pense pas. Parce que s'il faut déjà avoir été aimé pour aimer à notre tour, qui avait aimé la personne qui nous aimait à la base? Je pense que ça revient plus ou moins à se poser la question de qui était là en premier, l'œuf ou la poule? C'est une question qui m'a toujours énervée, je n'ai jamais trouvé la réponse. Eh bien, c'est la même chose. S'il faut avoir été aimé pour aimer à son tour, qui aimait à l'origine, à la nuit des temps? Et puis, je pense que vous avez cité beaucoup d'auteurs. Et même si l'amour est un sujet qui a inspiré énormément d'artistes tout au long de leur parcours, personne n'a jamais su trouver la définition de l'amour, celle qui mettrait tout le monde d'accord, celle qui conviendrait à toutes les histoires, à tous les couples, à toutes les familles, à toutes les amitiés. Et je ne pense pas que c'est parce qu'on manque d'intelligence humaine ou qu'aucun artiste n'a eu le bagou nécessaire pour trouver la réponse, mais plutôt parce qu'il n'en existe pas. Il n'existe pas de définition précise de l'amour qui nous conviendrait à toutes et à tous. Shakespeare, dans sa pièce Othello, montre un amour qui serait destructeur, qui pousse au mensonge, au meurtre. Et ça marche. Ça nous plaît, on lit cette pièce. On se retrouve toujours dans ce qui se passe. Othello, par folie, par amour, justement, va tuer Desdémona. Eh bien, je pense que cet amour-là, ce n'est pas le seul qui existe. Cet amour romantique, tragique, que nous avons sûrement tous lu au cours de notre scolarité, je ne pense pas que ça soit le seul. Parce que la capacité à aimer ne résulte pas que de nos expériences passées, des choses qu'on a pu lire. Mais cela résulte même plutôt de notre humanité, de quelque chose qui se cacherait au fin fond de nous tous et toutes. Je veux parler de l'empathie, de l'écoute et de l'altruisme. Pour moi, c'est sans cela qu'on n'arrivera pas à aimer. Je ne pense pas qu'une incapacité à aimer résulterait d'un manque d'expérience, mais plutôt d'un manque de ces trois qualités, d'un manque d'humanité. Si je crois ce que vous avez pu avancer, qu'il faut avoir connu l'amour pour pouvoir en donner, cela voudrait dire qu'il n'y a pas de véritable premier amour. Dans un premier amour, on n'en a jamais connu d'autre avant, c'est ça qui est beau. On n'a jamais été aimé avant, ou au moins
pas de manière romantique. Et pour autant, je ne pense pas que tous les premiers amours ne soient pas des amours. L'amour se ressent, il est basé sur bon nombre d'expériences que nous traversons au fur et à mesure de notre vie. Ça peut être regarder des films romantiques, écouter des chansons d'amour un peu niaises. Ça peut être juste se balader dans la rue et voir un couple se tenir la main. Mais aussi expérimenter l'amour familial, les amitiés, les déceptions aussi. Alors voilà, je pense que cette multitude d'amour, on l'a dès la naissance. Parce que lorsqu'une mère attend un enfant, une des questions qu'elle va se poser en tout premier, c'est est-ce que je vais être capable d'aimer cet enfant, de donner cet amour maternel qui est attendu de moi, alors même que je n'en ai jamais eu avant. Je ne sais pas comment donner cet amour maternel. Et pour autant, quand j'ai posé cette question à ma propre mère, elle m'a répondu que c'était un sentiment évident et que ça venait naturellement, alors même qu'elle ne l'avait jamais connu avant. Alors, c'est en partie pour ça, pour ce qu'elle m'a dit, que je pense qu'il n'a pas besoin d'avoir connu l'amour pour pouvoir en donner. Je pense même que si l'on a connu l'amour, on risque de se répéter, de faire les mêmes erreurs, peut-être penser que ce qui convenait à un partenaire ou à un ami conviendrait à tous. Bien entendu, je peux tout à fait entendre que si l'on a été mal aimé, blessé par l'amour, qu'on en a manqué dans notre enfance, cela soit compliqué d'en donner ensuite. Mais je pense que si l'on réfléchit et qu'on regarde ce qu'on a autour de nous, les personnes qui ont été mal aimées, qui ont un parcours compliqué avec l'amour, sont souvent les plus aimantes, parce qu'on a tendance, en tant qu'être humain, à donner aux autres ce qu'on aurait voulu recevoir. En effet, la privation nous pousse, en tant qu'être humain, parfois paradoxalement, à en vouloir encore plus. Cher public, si vous avez été créé pour manger du chocolat, et que là, maintenant, je vous annonce que demain, vous avez interdiction d'en manger, je ne pense pas que vous allez rester assis sur votre chaise et me dire « D'accord, je ne mangerai plus de chocolat, c'est pas grave ». Vous allez vous révolter, vous allez peut-être même encore plus vouloir manger de chocolat que vous ne l'avez voulu ces 18, 20 ou 30 dernières années. Quel moyen plus humain que de donner de l'amour dans l'espoir d'en recevoir en retour? L'amour est loin d'être raisonnable. On l'a vu avec Othello, avec tous ces auteurs qui le rendent tragique. On n'est jamais raisonnable en amour, et c'est ça qui est beau. Alors, pourquoi, puisque nous sommes si déraisonnables sur plein d'autres sujets, on le serait en amour? On passe notre temps à débattre sur des sujets qu'on connaît à peine, à critiquer des choses qu'on ne fait rien pour changer. Alors pourquoi est-ce qu'on s'empêcherait d'aimer simplement parce qu'on n'a jamais été aimé avant? Je ne pense pas qu'on se limite à attendre le prince charmant ou la princesse charmante. Je ne pense pas qu'on se limiterait à attendre que quelqu'un vienne, nous prenne dans ses bras et nous dise « Ça y est, je t'ai aimé, et donc maintenant, tu peux aimer à ton tour ». Je pense que nous n'avons pas besoin d'une autorisation pour aimer. C'est naturel. Alors non, ce n'est pas un long fleuve tranquille, je n'avancerai pas ce propos, car je ne le pense pas. Je pense plutôt qu'une forme d'amour réside en chacun d'entre nous, qui découle du fait que nous sommes humains. Mais je ne pense pas que ça soit facile. Je pense que nous serons d'accord pour nous regarder et nous dire que nous ne sommes pas tous des crapauds en attente d'un prince charmant qui viendrait nous sauver et nous transformer en princesse. Je pense que l'amour n'attend pas. Et c'est pour cette raison que oui, on peut aimer sans avoir connu l'amour. Chère contradictrice, vous vous êtes vous-même contredit. Vous dites d'abord que l'amour, ce n'est pas un enseignement. Alors d'accord, je veux bien entendre si vous le prouvez, mais plus tard, dans votre plaidoirie, vous dites que l'amour, c'est de l'expérience. L'expérience n'est-elle pas de l'enseignement? Ensuite, vous nous exposez votre très grand problème, qui est de répondre à la question suivante, qui est l'œuf ou la poule. Et vous faites le rapport que c'est pareil, qui a aimé en premier, comment a-t-il pu? Bien, je vais vous répondre. L'amour, c'est réciproque. Certes,
On ne peut pas en donner si on n'en a pas reçu, mais on peut le recevoir sans que l'autre en ait donné. À partir du moment où celui qui nous le donne ne le fait pas exprès et fait des choses naturellement. Vous citiez que l'amour, c'est de l'empathie, de l'écoute et de l'altruisme. Je rajouterai d'ailleurs que vous avez oublié l'attention. L'attention est importante dans l'amour. Toutes ces choses que vous avez citées, tous ces sentiments et toutes ces actions, c'est de l'amour commun. C'est de l'amour qui est logique, que tout le monde ressent par ces mêmes choses. Je citais le fait d'offrir des fleurs. Mais vous voyez, l'amour romantique, c'est pas que ça. L'amour romantique, c'est des actions personnelles. Je vais vous prendre un exemple qui est très, très personnel d'ailleurs. J'ai par habitude quand je pars de chez moi le matin, de laisser un petit verre d'eau à ma compagne, au bord du lit. Comme ça, quand elle se lève, elle pourra se désaltérer. Ça a beaucoup de sens pour moi, parce que je le fais tous les matins. Et le jour où je ne le ferai plus, ça me paraîtra très bizarre. En revanche, si je vais dans la rue, un matin, que je me lève et je donne un verre d'eau à un passant, est-ce que ça aura du sens ? Non, du moins pas autant. Eh bien, c'est justement là que vous vous trompez. Vous dites que les gens qui ne donnent pas d'amour, c'est pas parce qu'ils n'en ont pas reçu, c'est parce qu'ils manquent d'empathie ou d'écoute ou d'altruisme, et aussi d'attention, je le rajoute encore une fois. Mais non, c'est qu'ils n'en ont pas reçu à la base, et que le premier amour servira d'expérience. En parlant de premier amour, vous en avez parlé. Vous avez dit que le premier amour ne pouvait pas se faire si on n'en donne pas, et que l'autre doit nous en donner. Mais ça revient à ce que j'ai dit juste avant, à l'œuf ou la poule. C'est la même chose, l'amour c'est réciproque. On n'a pas besoin d'en donner pour que l'autre le ressente. C'est ça la beauté de l'amour. Vous avez aussi évoqué l'idée de l'amour d'une mère. Alors je vous remercie de votre compréhension parce que j'ai moi-même cité l'amour des parents et du fait qu'il y a plusieurs types d'amour. Vous n'êtes pas revenu sur l'amour des animaux de compagnie, mais je ne vous en voudrais pas. En parlant de l'amour d'une mère, vous dites que votre mère, au même titre que la mienne, tant que j'y pense, ne savait pas avant, n'avait pas d'enfant et ne savait pas comment être une mère. Mais on n'est pas obligé de transmettre de l'amour pour le faire ressentir. Un bébé ne peut peut-être pas dire les mots doux. En revanche, le fait qu'il soit en bonne santé, le fait de voir un sourire sur son visage, n'est-ce pas là une preuve d'amour pour une mère ou pour un père ? Je vous le demande. Vous nous disiez aussi que si un jour le chocolat venait à disparaître, eh bien on serait tous meurtris, qu'on entrerait presque en guerre civile d'ailleurs. Ce qui est ma foi un peu beaucoup, si vous voulez mon avis. Mais moi je vous dis le contraire, ça passera. L'addiction est passagère. Un amour qui n'est pas réciproque l'est aussi. On s'en détachera. Et pour, justement, essayer de justifier cette théorie du chocolat et de la guerre civile, vous nous disiez qu'on n'a pas besoin d'autorisation pour aimer. Alors je vais terminer par une question assez simple. Si on n'a pas besoin d'autorisation pour aimer, est-ce qu'on peut justifier une mesure d'éloignement ? Une mesure d'éloignement, c'est le fait de ne pas autoriser l'amour, de l'empêcher justement. Cher contradicteur, merci beaucoup pour tous les arguments que vous avez avancés. Pour reprendre votre dernière question, avant que je l'oublie, vous avez parlé d'une mesure d'éloignement. Alors, une mesure d'éloignement serait-elle un frein pour l'amour ? Et puisque je disais qu'on n'avait pas besoin d'autorisation pour aimer, je comprends votre question. Mais on n'a pas besoin d'autorisation pour aimer, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit d'interdire d'aimer. Parfois, l'amour, il vaut mieux qu'il ne s'exprime pas, je pense. Comme l'amour que vous avez pour votre chat, peut-être. Je pense en effet que certains types d'amour
c'est plutôt bien pour l'ensemble de la société qu'il reste contenu. C'est bien pour ça qu'on a justement ce genre de mesures, comme les mesures d'éloignement. Je pense que par exemple un amour qui serait violent ou toxique, c'est peut-être bien qu'au final il soit restreint. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'autorisation pour aimer qu'on ne peut pas non plus restreindre certains types d'amour qui enfreignent la loi et qui nuisent au bien-être de l'humanité et de la société en règle générale. Pour revenir sur ce que vous avez dit, vous me dites que je me contredis en disant que l'amour, ce n'est pas un enseignement, mais de l'expérience, et que l'expérience reviendrait à un enseignement. Pour moi, en tout cas ce que j'essayais de dire, c'est que l'amour n'est pas lié à un enseignement qui serait universel, comme on apprend à un enfant à lire ou à écrire, mais plutôt lié à son expérience en tant qu'être humain qui grandit dans une société. Je ne parle pas justement d'une expérience qui serait personnelle. Ce que j'essaye de démontrer justement, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir connu l'amour personnellement, d'avoir eu des amis, d'avoir eu des amours, pour pouvoir l'exprimer. Je pense que quand on est tous arrivés en maternelle, on n'avait pas forcément d'amis, on ne savait pas comment s'en faire. Et pour autant, je pense que nous n'étions pas très nombreux à rester tout seuls dans un coin de la cour, à pleurer tout le long de la journée, sans jamais adresser la parole à quelqu'un. Pour autant, nous ne savions pas comment faire. La socialisation est quelque chose qui n'est pas forcément inné. Et on s'en est sorti. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de l'avoir connu pour pouvoir le tenter. Quand vous parliez du fait que je n'avais pas mentionné l'écoute, ou l'attention plutôt, vous me parliez de l'attention et moi j'ai mentionné l'écoute, je comprends. Mais pour moi, dans l'attention et l'écoute, cela revient globalement à la même chose, puisque si on est à l'écoute, on sera attentionné. Si on est à l'écoute, on entend, et j'ose l'espérer, on arrivera à changer notre comportement. Pour reprendre votre dernier exemple du verre d'eau, alors je trouve ça adorable ce que vous faites, mais je pense que si vous sortez dans la rue et que vous donnez ce verre d'eau à une personne sans abri, je pense que c'est même peut-être une encore plus grande preuve d'amour que de le donner chaque jour à votre compagne qui a des pieds pour marcher et aller jusqu'au robinet. Je pense que justement, c'est le donner à, je ne sais pas, ces enfants qui meurent de soif dans les déserts ou à cette personne sans abri qui n'a même pas les centimes pour s'acheter une bouteille d'eau. Je pense que ça, c'est un type d'amour qui n'est pas romantique, qui est de l'amour commun, comme vous le disiez, mais pas dans un sens négatif, plutôt dans un sens positif. L'amour de l'autre, l'amour d'autrui, l'amour qu'on donne sans rien attendre en retour. L'amour qu'on donne sans connaître, sans savoir ce qu'on va nous rendre, sans savoir comment la personne va réagir. Et c'est ça qui est beau avec l'amour. Alors voilà, vous disiez qu'un bébé n'a pas besoin de parler pour pouvoir exprimer son amour à une mère. Eh bien, c'est exactement ce que je dis. Il n'a pas besoin d'avoir connu l'amour pour pouvoir l'exprimer. Il n'a pas besoin d'avoir été aimé avant, puisqu'il n'existait pas. Il arrive à exprimer de l'amour dès qu'il naît. Parce qu'au final, on connaît tous l'amour, dès lors que notre peau touche celle de notre mère.